Bonjour à tous et à toutes. Vous verrez que mon propos va s'inscrire dans le cadre que Vincent vient de décrire, euh, en partant plutôt de la focale à dominante terrestre, mais pas seulement. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui se passe en Ukraine nous semble, je suis également très prudent, hein, les leçons, c'est un apprentissage dynamique, mais être dans la continuité de ce qu'on a observé depuis le début du XXIe siècle. Probablement avec une amplification, probablement avec un phénomène de cumul, non pas de substitution, mais de cumul de nouvelles technologies, de nouvelles capacités, de nouveaux modes d'action. La continuité, c'est quoi? C'est, si on commence au début du XXe siècle, c'est la deuxième guerre de Tchétchénie. C'est ce qui s'est passé, on l'a dit, en Géorgie. C'est ce qui s'est passé dans le Donbass Crimée en 2014 et qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en Syrie, où les Russes étaient présents, en Irak, ce qui s'est passé au Moyen-Orient du côté du Liban et d'Israël, où vous avez des phénomènes extrêmement intéressants sur le plan militaire. C'est ce qui s'est passé évidemment au Yémen, c'est ce qui s'est passé encore récemment du côté de l'Éthiopie. Et même, on pourrait aller plus loin, ce qui s'est passé en Libye et ce qui se passe en partie au Sahel et en Afrique. Ce qu'on observe sur l'Ukraine, et le général Durieux s'est exprimé en disant attention à ne pas rêver notre guerre, en fait, à l'imaginer comme on voudrait qu'elle se passe, c'est qu'on retrouve l'importance de la bataille dans tous les domaines, mais là en l'occurrence de la bataille terrestre, qui va avoir un impact stratégique. Elle ne se substitue pas à d'autres dimensions de la stratégie, et notamment à la dissuasion. Mais on voit bien qu'elle est malheureusement incontournable, en particulier quand l'affrontement se déclenche. Mais elle pourrait aussi arriver dans d'autres milieux, ce qui est plus rare aujourd'hui, depuis le XXIe siècle, mais qui peut aussi se produire. Cette guerre, je voulais la caractériser comme une guerre des paradoxes, mais en fait, ce n'est pas la guerre des paradoxes, parce que ça, c'est notre biais occidental, encore une fois, parce qu'on pensait qu'elle ne serait pas comme ça, on ne la voudrait pas comme ça. C'est une guerre des cohabitations entre des modes très classiques, très modernes, technologie, capacité, encore une fois, mode d'action, entre le matériel, les champs matériels, le combat dans les champs matériels et dans les champs immatériels, du cinétique et du non-cinétique, de la haute technologie et de la technologie plus commune, de la smart city et de la old city, de la smart country, j'en prends des anglicismes parce que c'est la ville numérique et la ville non numérique. Mariupol, vous avez tout, vous avez un mix. Quand vous battez dans l'usine Azovstal, vous êtes presque dans les friches industrielles, enfin en Ukraine c'est encore de l'industrie, et vous êtes sur le béton, vous êtes sur le dur. Alors, quelques enseignements, un de plus que toi, mais ce n'est pas pour me distinguer. 8 assez rapidement, et on pourra peut-être... Première chose, c'est qu'on est on est dans la guerre intégrale, en tout cas de notre côté. On n'est pas dans la guerre totale, on est dans la guerre intégrale. La guerre intégrale, c'est quoi? C'est la guerre du M2MC, que tu as évoqué, multimilieu, multichamp. Qu'on est dans la guerre intégrale avant qu'elle ne se déclenche réellement, et quand elle se déclenche au sens de l'affrontement physique. La guerre d'Ukraine a commencé en Afrique. La guerre d'Ukraine a commencé avec Wagner, avec la désinformation en Afrique. En particulier, la France était visée. Elle a commencé par les attaques cybernétiques au niveau stratégique contre les pays européens, contre la France, et par les campagnes de désinformation. Avant la guerre, 50% de l'opinion française, une partie de la classe politique, était manifestement pro-russe. Cette guerre, elle est en apparence en dessous du seuil nucléaire, mais elle s'inscrit dans le cadre de la dialectique nucléaire. Et ça pose une question fondamentale, je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus, mais non seulement de l'épaulement entre les forces conventionnelles de tout type, pas seulement celles de la marine et de l'armée de l'air, mais également terrestres. Et on a bien vu que les poussées d'adrénaline, heureusement qu'il y a un dialogue stratégique, une dialectique stratégique nucléaire, c'est souvent quand il y a des déséquilibres sur le champ de bataille, en particulier au sens terrestre du terme, en l'occurrence chez les Russes. Gagner la guerre avant la guerre, évidemment, c'est être capable en fait d'escalader horizontalement dans tous les domaines, qu'ils soient ceux de la guerre informationnelle, cybernétique, mais également dans les déploiements de forces. C'est ce qu'on a fait avec les réassurances à l'Est, maritimes, aériennes, terrestres, mais également qu'on doit pouvoir faire et qu'on fait dans le domaine cyber
Et puis une fois que la guerre se déclenche, vous voyez bien qu'il y a une inversion de logique, on est moins dans l'immatériel, c'est toujours important, mais on revient clairement dans la domination physique, à l'enjeu physique, j'y reviendrai. Deuxième enseignement majeur, c'est la guerre des feux. On l'avait un peu oublié parce que dans les combats à dominante asymétrique, bien sûr qu'on appliquait des feux pour détruire l'adversaire, mais on était plutôt dans une logique de chasse de l'adversaire et d'avoir une utilisation extrêmement parcimonieuse de nos capacités feu. Là, en fait, le préalable à essayer de reprendre l'initiative sur le champ de bataille, et c'est dans tous les milieux, mais surtout à dominante terrestre, c'est de gagner le duel des feux, et notamment des feux indirects, en partie directs aussi, c'est les feux appliqués par les chars en particulier, par les missiles, il y a des missiles anti-chars partout, 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 pas simplement en Ukraine. Et surtout, on le voit dans les feux indirects, de l'artillerie jusqu'aux missiles balistiques conventionnels. Il faut gagner ce duel au contact et dans la profondeur pour espérer ensuite, donc on est une inversion, pouvoir exploiter, percer d'abord et exploiter, et notamment avec des moyens blindés. D'où les demandes récurrentes des Ukrainiens pour avoir des chars. Mais si vous employez vos chars sans infanterie, sans appui également aérien, qui peut être par les drones, eh bien vous vous retrouvez avec les difficultés qu'ont pu avoir les Russes au début de la campagne. Alors j'ai mis guerre des feux et des drones. On pourrait distinguer. Ce n'est pas un buzzword, les drones. C'est une réalité. C'est omniprésent. C'est omniscient. Abus offensif, abus défensif, abus de renseignement et abus de frappe. Drones, munitions rôdeuses. En revanche, on voit assez peu, pour l'instant, même pas beaucoup, même pas du tout, de robotique terrestre. C'est un autre sujet. Je pense que ça arrivera plus tard, peut-être pas dans cette guerre. Troisième point, la guerre par le milieu social. Ça a été dit, guerre de l'information, etc. Quand on parle de M2MC, nous l'armée de terre, on a fait rajouter le H. Le H de humain. Parce que la guerre, ce n'est pas une guerre que sur les écrans. Et au milieu, il y a de l'humain. Il y a de l'humain de notre côté, nos soldats, notre opinion publique, nos familles. Ça, c'est un facteur clé. Et puis, il y a la population. Et on se bat au niveau terrestre, en tout cas, mais pour les autres composantes aussi, dans leur appui aux opérations à dominante peut-être terrestre. On a la population qui est au centre, qui est à la fois une cible de l'adversaire, mais qui est à la fois aussi un acteur direct, et qui, évidemment, dans la façon dont on va appréhender le combat avec elle, ça sera exploité contre nous, en notre faveur, avec une dimension évidemment humanitaire qui me paraît clé, absolument clé, et qui va nous obliger dans la façon de conduire les opérations. Pour être encore plus clair, le tapis de bombe, le rouleau compresseur à la russe, c'est inimaginable pour nous. Je pense, c'est inimaginable. D'autant plus si on ne le fait pas sur notre territoire national. Mais même sur notre territoire national, ça poserait d'énormes difficultés. En tout cas, ce n'est pas imaginable. Donc il faut bien penser la guerre par rapport à cette question clé. Bien sûr, ce sont les forces morales, tu en as parlé, mais c'est la guerre cognitive, c'est la guerre des idées. La guerre des idées, elle est clé. Bon, le général Durieux est parfaitement convaincu de ça, mais tout commence par la guerre des idées. Ça a été évoqué également dans le propos introductif. Le discours de Vladimir Poutine, les attaques informationnelles. Les Russes ont attaqué nos connectivités. J'étais en Finlande 2 semaines et en Estonie 2 semaines avant le début des opérations. J'ai posé la question, on ne savait pas s'ils allaient attaquer, des bruits de bottes. Je dis, mais quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils visent les Russes là? Comment ils sont organisés? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles? En fait, ils ont compris que la force des armées occidentales, c'était leur connectivité. Donc 2 efforts majeurs au début avant le déclenchement du conflit. La guerre électronique, pour casser nos connectivités, parce qu'ils avaient vu dans les 2 guerres d'Irak que la force américaine et Airland Battle, c'était sur la boucle capteur-effecteur, j'y reviendrai, et parce qu'ils avaient vu que la force, contrairement à ce qu'on pense, de nos démocraties, c'est la cohésion. C'est aussi une faiblesse potentiellement, parce qu'on peut l'attaquer. La cohésion au sein du corps des militaires, et ils avaient des attaques en Finlande incroyables, parce que l'armée finlandaise avait annoncé qu'elle ouvrait qu'elle permettait à ses soldats d'avoir accès à des repas véganes. Les Russes avaient immédiatement attaqué en disant qu'ils étaient dégénérés, que c'était plus les soldats finlandais étaient plus des vrais. Enfin, on est à ce niveau d'attaque pour casser la cohésion, pour créer la discorde au sein de l'armée finlandaise en l'occurrence, et chez nous, pour créer la discorde au sein entre l'opinion, les dirigeants et l'armée. C'était ça le but, casser nos connectivités.
Bon, le général Evrard reviendra sur le mouvement de résistance nationale, sur cette préparation. Je ne vais pas insister là-dessus. L'endurance russe aussi, c'est très important. Voilà, on pensait que, voilà, que c'était friable, et que ça, c'est tout l'inverse. Donc il faut là aussi être très prudent quant à des estimations. Autre point, c'est une guerre numérique. Bon, j'espère que tout le monde a vu que le numérique est omniprésent, omniscient. Ça ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu de off. Il y a des off ponctuels. Il y a une guerre sur le segment électromagnétique, mais on ne fait plus la guerre sans le numérique. Donc nous, ça a beaucoup d'implications. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garantisse le numérique parce que c'est un facteur de supériorité clé. On ne pourra pas faire la guerre sans le numérique. Ce qui est très intéressant côté ukrainien, c'est ce que tu as évoqué aussi, Vincent, c'est que pour moi, on n'est plus dans la notion de dual, c'est civil, militaire. C'est une porosité intégrale. Et c'est ce qui a permis, par la mentalité des dirigeants ukrainiens qui sont jeunes, qui sont numérisés par leurs études, par leur culture, et qui ont compris tout l'avantage qu'on pouvait avoir à détourner à des fins militaires les technologies et les usages civils. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est toutes les applications, mais ça va très très loin. Tout ça dans le but de ciblage. Et leur IT Army est un exemple absolument remarquable de cette porosité native. Eux, ils s'en fichent que les gars aient des longs cheveux, des dreadlocks, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il va me faire une application en quelques jours? Est-ce qu'il va me faire le Shazam du drone? Vous savez, Shazam, pour écouter la musique, là, vos enfants, vous l'avez. Et ben eux, ils le mettent en face du drone parce que les drones Shahed font beaucoup de bruit. Et comme ça leur donne l'altitude, la vitesse, la distance. L'info passe immédiatement aux effecteurs qui sont dans le secteur et il y en a un qui va le frapper. Voilà, ça c'est extrêmement intelligent. Les Israéliens sont à peu près dans le même esprit. Ben là les Ukrainiens l'ont fait de manière extrêmement dynamique et continuent de le faire. Autre point, c'est une guerre multidimensionnelle et une guerre de composantes. Ça ne veut pas dire que nous, on sera sur ce portage. Multidimensionnel, c'est quoi? Pour moi, c'est la guerre navale au niveau terrestre. C'est-à-dire que le naval est totalement autonome. Du fait du milieu, il a son aéronaval, il a ses capacités de lutte surface-surface, antiaérienne, ses propres connectivités, et est capable de conduire sa propre guerre informationnelle. Ce n'est pas le cas pour l'armée de terre, qui a des dépendances aux autres composantes. Or, dans cette guerre, dans ce type de guerre, il y a plein de modes opératoires possibles, celui qui doit contractualiser des moyens, il a des chances d'être frappé par l'adversaire avant qu'il ne le frappe, parce qu'il y aura des délais ou parce que ces moyens ne seront pas disponibles. Donc attention, nous on doit renavaliser, réinternaliser de très nombreuses capacités, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interopérabilité interarmée. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui on a des déficits majeurs dans cette lutte multidimensionnelle. Je finis, c'est une guerre de la vitesse, vous me demandez d'aller vite. La guerre de la vitesse, c'est quoi? C'est cibler l'adversaire plus rapidement qu'il va me cibler dans tous les domaines, cinétiques et non cinétiques. Et ça, au niveau tactique. C'est la boucle OODA, auquel on rajoute le E pour expliquer. C'est-à-dire que vous avez de l'image automatiquement, immédiatement quand vous combattez. Et vous allez exploiter cette image au niveau tactique, qui aura des répercussions stratégiques pour montrer que vous êtes le plus fort que l'adversaire ou que l'adversaire est plus faible que vous. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre l'avantage psychologique immédiatement, voire ça pourrait être extrêmement dommageable. C'est la guerre de la furtivité, c'est expliqué. On avait l'habitude de penser que c'était qu'un problème maritime et surtout aérien. Ben, je veux vous dire, il faut éviter que pour l'armée de terre, il ne faut pas qu'on ait on peut avoir des Moskvas terrestres. Donc il va falloir qu'on soit dissimulé et on observe une diminution de la taille, de l'empreinte de toutes les forces, que ce soit chez les Russes ou chez les Ukrainiens. La conséquence de ça, c'est qu'ils suréquipent les petits détachements en système solaire, en drone et même en guerre électronique. Petit détachement, c'est en dessous de la compagnie, en dessous 150 hommes. Ça peut descendre à 30 hommes aujourd'hui. Et il y avait une citation russe, et je terminerai là-dessus, c'est que, citation russe vue dans la presse russe, parce qu'il y a des critiques sur les premières phases de la guerre, c'est assez cru, mais ça résume la problématique. Les grosses vaches ne peuvent rien contre la meute de loups. Voilà, c'est le constat. Et nous, on a intérêt à regarder ça de très près. Et enfin, c'est la guerre du rapport de force physique. L'immatériel, le soft, c'est très important. Là, ça devient simplement concurrent et non pas menant. Et que, in fine, c'est une question de muscles, de qualité. Moi, j'appelle la high-tech de masse qu'il faut absolument qu'on répande, mais également de volume, de ressources. Et quand vous attaquez une ville, il faut être plutôt 8 contre 1. Vous avez beau avoir de la précision, ça ne marchera pas simplement. Ça va être une capacité additionnelle, une plus-value. Et que vous devez avoir capable d'avoir de la profondeur
et des capacités de régénération, notamment sur les munitions. Voilà, merci.